Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Les campagnes haineuses contre une communauté, lorsqu'elles sont mises en branle avec autant d'acharnement, comme c'est le cas en France, contre les musulmans, peuvent très mal finir, peuvent dégénérer. En fait, la question est de savoir si ces dérives, cette stigmatisation presque laborieuse des musulmans, sont aussi spontanées qu'on tente de nous le faire accroire. Sans vouloir faire dans le complotisme, on ne peut s'empêcher d'observer que ces actions djihadistes violentes ou ces manifestations extravagantes d'une identité portée en bandoulière sont systématiquement contre-productives pour les musulmans de France et d'Occident d'une manière générale. On aurait voulu desservir la cause de ces gens, neutraliser leur potentiel politique et sociétal, les désigner en tant que masse à la vindicte générale, attiser l'islamophobie, agiter les peurs qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Difficile en effet, quand on évalue les conséquences de ces manifestations intégristes, de ne pas penser que leurs auteurs sont, dans le meilleur des cas, manipulés à leur insu. Mais au-delà de la réflexion que ce grave sujet suscite, c'est de souffrance et de mal-vie qu'il est question. Ces musulmans dont une grosse majorité est née dans ces pays qui sont devenus les leurs, ces gens qui ne sont plus chez eux que dans ces mêmes pays, sont devenus par la force des choses, et sans rien exagérer, quasiment des citoyens de seconde zone. Leur religion est devenue la cible d'attaques qui se cachent sous des formes diverses et variées, dans des gribouillages bêtes et méchants qui se dissimulent derrière la sacro-sainte liberté d'expression. Que les musulmans soient pratiquants ou non ne pèse rien dans l'affaire puisqu'ils sont empaquetés en kit. Ils sont en République et en théorie, ils ont tous les droits. Mais dans les faits, quels que soient les efforts qu'ils déploient, ils restent marginalisés, ghettoisés, autant dans l'imaginaire ambiant que dans les cités et les quartiers, comme on dit, où ils sont empilés dans leurs barres d'immeubles. C'est donc dans cet état d'esprit, dans cette ambiance malsaine, qu'on demande à des gens d'être des citoyens à part entière, de mériter leur réussite sociale, de la gagner au prix de l'effort, du civisme et du mérite. D'un côté, toutes les contraintes, toutes les discriminations, une stigmatisation ambiante, souvent non dite, mais qui s'exprime de mille et une façons, et de l'autre, tout un cahier de charges morales, d'exigences, vers lesquelles il faut se hisser, vaille que vaille, quand toute sa vie se traîne dans l'humiliation, la réprobation et le caniveau. Mais malgré tout, malgré le peu d'écho qui est fait à tout ce qu'ils entreprennent, de méritoire et d'admirable, les gens de cette communauté parviennent, de plus en plus nombreux, à se hisser à des niveaux et des statuts sociaux qui leur ont toujours été fermés jusque-là. S'ils n'ont pas encore réussi à s'organiser, à peser sur les enjeux politiques, ils n'en ont pas moins traversé un immense désert. Jusque-là, on ne connaît cette communauté que par sa surreprésentation dans les prisons, dans les chiffres du chômage, dans la délinquance. Ce que l'opinion publique sait moins, c'est que de plus en plus nombreux sont ces gens issus de cette communauté qui tutoient désormais la réussite sociale. C'est peut-être cela qui changera la donne. C'est peut-être de cette manière que la noirceur des uns et des autres sera conjurée. Aujourd'hui, MetaTV.org. 5 enfants d'une famille retirés à leurs parents soupçonnés de radicalisme. Libération. Haine. Un enfant de 9 ans auditionné pour apologie du terrorisme par AFP. Mondialisation Canada. La chasse aux sorcières des Charlie dérive ou le prélude de bruit rampant des bottes du fascisme. Par Amir M. Massoum.
Nous allons commencer par voir un extrait vidéo sur une intervention de la journaliste Anne Saint-Cric qui a fait beaucoup de vagues. Nous allons regarder ensemble. Faire preuve d'angélisme, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Avec nous pour parler de cette ambiance et de cette situation, j'ai le plaisir d'accueillir Melika Ben Arab Attou, ex-députée au Parlement européen, et Iskandar Debech, militant des droits de l'homme. Tous deux sont des franco-algériens et tous deux vivent en France. Melika Ben Arab Attou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Bonjour aux auditeurs et bonjour à vous, Monsieur Benchenouf. Merci beaucoup. Melika Ben Arab Attou, autant la stigmatisation des musulmans de France se déchaîne, autant les réactions anti-françaises dans le monde se généralisent. Cette montée des haines va-t-elle continuer ainsi à monter en intensité? Oui, je vous en prie. Oui, alors, bon, je ne sais pas, parce que une montée des haines, je pense que le terme est un peu fort. Ce que l'on a pu voir dans les pays du sud de la Méditerranée, les sociétés musulmanes qui ont pu manifester, je crois qu'il faut les remettre dans le contexte. Peut-être certaines personnes ont pu manifester, j'ai vu des drapeaux brûlés, des effigies de certains hommes politiques, mais je pense qu'on ne peut pas généraliser et qu'il n'y aurait pas comme ça une haine des sociétés musulmanes ou de culture musulmane contre la France. Je crois que c'est un peu plus nuancé. La montée de l'islamophobie, je pense qu'elle ne date pas d'aujourd'hui et c'est le problème. Si aujourd'hui on en parle plus, c'est peut-être justement parce que bon, il y a eu ces terribles assassinats de janvier 2015, mais je crois que ça traverse la société française depuis très très longtemps. Et pour moi, c'est vraiment lié à l'histoire de la France et des sociétés occidentales, qui étaient des empires coloniaux dans ces pays de sociétés musulmanes. Melika Ben Arab Attou, justement, vous parliez de cette tragédie qui a eu lieu en janvier 2015. Oui. Les journalistes de Charlie Hebdo ont été lâchement assassinés, je pèse mes mots. Bien sûr. Y a-t-il une chance pour qu'un débat sur ce qui est supposé être de la liberté d'expression puisse avoir lieu? Je pense que les débats ne peuvent pas se faire quand les gens sont choqués et sont blessés. Il faut un temps pour le deuil, un temps pour retrouver de la sérénité, l'apaisement, et ensuite avoir un vrai débat de fond. Je crois qu'il y a ces deux temps à distinguer. Sinon, quand on reste dans l'émotion, et on peut aller très loin dans les propos, et enchaîner une relation qui va se développer et peut-être à nouveau blesser d'autres, et ainsi de suite, dans un terrible enchaînement. Donc je crois qu'il faut les deux temps, et peut-être qu'il fallait laisser un peu de temps à l'apaisement avant de faire un débat de fond. Mais ce débat de fond, pour moi, il est incontournable. Je pense qu'on peut regarder ce qui se passe en France en revenant à l'histoire et à la relation des pays. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça s'inscrit dans l'histoire. Il faut se souvenir que l'immigration maghrébine en France, qui est de culture musulmane, la majorité musulmane, est une immigration postcoloniale. La France a colonisé le Maghreb, a colonisé l'Algérie, et dans la relation avec l'Algérie, alors que c'est une France qui a des valeurs républicaines fortes, des valeurs de droits de l'homme, eh bien, elle a nié dans la relation à l'Algérie ses propres valeurs, puisqu'elle a créé des sous-citoyens, des sujets, avec ce statut de l'indigénat. Oui. Et l'indigénat était réservé aux musulmans. Absolument, absolument. Mais restez avec nous, Melika Ben Arab Attou. Iskandar Debech, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jamal. Bonjour Iskandar. Bonjour Jamal, bonjour Madame Ben Arab Attou, bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup, bonjour Iskandar. Alors Iskandar, vous avez entendu parler de cette affaire de cet enfant de 8 ans qui a été interpellé, quasiment entendu par la police pour apologie du terrorisme. 8 ans.
Son âge était de 8 ans. Oui, effectivement, Jamal. Il faut dire que depuis cette malheureuse affaire d'attentat contre les locaux de Charlie Hebdo et surtout contre son personnel, c'est surtout contre les journalistes de Charlie Hebdo, qu'un crime du reste innommable, inqualifiable. Il se trouve que la parole s'est libérée et c'est même décomplexée depuis ce jour-là. Et on assiste depuis quelque temps à une sorte de course dans la surenchère islamophobe. Oui. C'est-à-dire, alors on a vu des discours, on a entendu des discours du style les musulmans devraient s'excuser, ou sous forme de questions, on pose la question, mais bon, le message passe. Alors, depuis quelque temps, on assiste à ce genre de libération de la parole, libération dans les comportements, etc. Et certains journalistes... Est-ce qu'on peut dire libération des outrances ? Est-ce qu'on peut dire libération des outrances, libération des haines, oui, libération... Bien sûr, c'est pour ça que je parle d'islamophobie de plus en plus décomplexée, oui, voilà. Oui. Bien sûr, libération des outrances. Et depuis quelque temps, on assiste à des on entend certains des journalistes qui étaient absolument diaphanes au départ, auparavant. Oui. Qu'on ne voyait même plus, et puis qui tout à coup se rappellent à notre bon souvenir en disant oui, je suis là, la preuve c'est que je suis islamophobe. Donc j'existe. Oui, exact. Oui. Comme Madame Nathalie Saint-Cric, par exemple. Voilà. Qui appelle à faire la chasse à tous les enfants de moins de 10 ans qui n'ont pas observé la minute de silence ou qui n'ont pas crié je suis Charlie. Mais vous n'avez pas trouvé cette déclaration on ne peut plus tonitruante de Hans Saint-Cric d'un peu fascisante? Ça vous a pas rappelé Big Brother? Oui, bien sûr, c'est la surenchère dans le Big Brother, oui, bien sûr, c'est-à-dire dans ce qui convient dans ce qu'on appelle l'islamophobie, oui, bien sûr. Bien sûr. Restez avec nous, Iskandar Debba. Je vais poser la même question à notre ami Malika Ben Arab Attou. Si vous deviez vous prononcer, vous êtes connu pour votre modération, madame. Si vous deviez vous prononcer sur ce qu'a dit Anne, la journaliste. Alors moi, je trouvais ces propos complètement scandaleux parce qu'en gros, elle appelait à une chasse à des supposées personnes qui faisaient de l'apologie du terrorisme, et ça je crois que c'est vraiment honteux. Pour moi c'est pas du tout du journalisme, c'est de l'idéologie. Mais elle a dit plus que ça, Madame Ben Arab Attou. C'est un vrai problème. Elle a dit il faut repérer ceux qui se disent non Charlie. Oui. Elle n'a même pas parlé de terrorisme, ça veut dire tous ceux qui ne se disent pas Charlie doivent être repérés, réintégrés dans la République par tout moyen. C'est incroyable. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait comme ça une pensée unique et dans laquelle à laquelle il faut se plier, sans quoi on ne serait pas un bon Français. Mais c'est du fascisme, ça. Ça a un nom, ça s'appelle du fascisme. Alors je ne sais pas si j'utiliserais ce mot parce qu'il est très 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 fort. Oui. Mais en tout cas, cette assignation identitaire, cette exigence à l'égard des musulmans d'être dans un cadre fixés par d'autres, qui seraient les bien-pensants, certains journalistes, certains politiques, et était vraiment scandaleuse, et moi elle m'horripile. C'est une aliénation. On exige que les musulmans ou ceux qui sont supposés l'être aliènent ce qu'ils sont et rentrent dans la case et dans la pensée que eux ont décidé. C'est de la folie. Donc je crois que c'est inacceptable, c'est scandaleux. Et quand on parle de l'expression, la liberté d'expression, on ne peut pas, vivre ensemble si on ne dialogue pas. Moi, je pense que le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans l'écoute de l'autre et accepter qu'il puisse penser différemment de vous. Exiger de lui qu'il pense comme vous, parce que vous auriez la bonne idée, la bonne idéologie, c'est aller dans le mur complètement. Oui. C'est... ce que je trouve assez... On a parlé de la montée de l'islamophobie, mais en fait, quand on regarde l'histoire, moi je suis donc né en Algérie, je fais partie de l'immigration algérienne post-indépendance, et dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, il y avait déjà un racisme, mais le mot que l'on utilisait, le marqueur raciste, n'était pas sur
le musulman, mais sur l'arabe. On parlait des arabes. Absolument, absolument. Et Tout à moi, fait. je me souviens que des jeunes se faisaient tuer. Moi, j'ai commencé à militer, j'étais encore au lycée, parce qu'il y avait des jeunes qui se faisaient tuer parce qu'ils étaient censés être arabes, simplement. Oui, tout à fait. Exact. Et on a en fait, la dérive qui s'est faite, c'est un racisme anti-arabe qui est devenu un racisme anti-musulman. Mais est-ce que dans ce cas de figure, est-ce que les musulmans n'ont pas aussi leur responsabilité en s'exposant ainsi, en exposant sa foi sur la place publique avec certaines ostentations? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi pour quelque chose? Alors, d'abord, je voulais revenir sur un terme que vous avez utilisé, M. Benchenouf. Vous avez parlé de communauté musulmane. Oui. Olivier Leroy, qui est un penseur sur ces questions, dit qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Et c'est une réalité. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de communauté musulmane. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans, des individus. Et du coup, il est très difficile d'imaginer d'avoir un interlocuteur pour ces questions, parce qu'il n'y a pas de communauté en réalité. Il y a des musulmans, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de clergé à proprement parler. Oui. Du coup, dans le dialogue au niveau de la société, c'est un peu une difficulté parce que il faudrait qu'on accepte de pouvoir parler avec tous les musulmans en tant que personne et non pas en tant que communauté. Mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas de communauté juive, par exemple? C'est différent, parce que dans la construction au niveau de la France, il y a eu une construction qui s'est faite dans le temps et dans l'histoire, qui fait qu'on peut dire qu'eux-mêmes, en tout cas c'est les personnes qui peuvent estimer qu'ils font partie ou pas d'une communauté. Et puis est-ce qu'ils sont des instruments? Il y a le CRIF, il y a plusieurs institutions juives qui existent en tant que telles. Il faut dire que après l'histoire terrible qu'ils ont subie, ils avaient besoin de pouvoir agir et ils se sont rassemblés et ont mis en place des institutions qui les représentent de manière collective, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les musulmans en France. Restez avec nous, Madame Malika Ben-Arab Attou. Iskandar Debbache, vous pensez aussi qu'il n'y a pas vraiment de communauté musulmane en France? Écoutez, Monsieur Jamal, ce qui se passe en France depuis la révolution de 1789, elle a aboli tous les corps intermédiaires entre le citoyen et la République. Il n'existe pas, officiellement, il n'existe pas de communauté. Il n'existe pas de communauté, c'est-à-dire d'institutions qui représentent telle communauté de telle religion ou de telle autre religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourtant le cas, Iskandar Debbache. C'est pourtant le cas. Il y a des représentants de l'islam de France. Des catholiques français, etc. Mais il y a des représentants des musulmans de France, ceux qui ont été créés par Sarkozy, par exemple. Mais ils ne représentent personne. Moi, je les ai pas, j'ai pas voté pour eux. Personne ne les a élus. Mais ils existent. Ces personnes-là ne représentent qu'elles-mêmes. Ils existent et ils ont leur place au sein des institutions de la République, si je peux dire, puisqu'ils sont reçus officiellement ès-qualité, qui s'expriment ès-qualité, qui sont un peu partout. Au nom de tous les musulmans. Oui. Personne ne les a élus, ne les a désignés pour représenter les musulmans de France. Oui, c'est le cas, mais ils existent. Et ils sont reçus par la République. En tant que représentants du peuple, non. Non, Iskandar Debbache, ils sont reçus. Par exemple, de M. Delil Boubker, par exemple, en sa qualité d'imam de la mosquée de Paris, oui. Peut-être. Il ne représente que ses ouailles. S'il a envie si ses ouailles l'ont mandaté pour cela. Mais Iskandar, il ne représente pas les musulmans de France. Iskandar, moi je pose la question, hein, je n'affirme rien. Delil Boubker ou Chelroumi ou d'autres sont reçus dans des institutions de la République par des représentants de l'État français en tant que représentants de la communauté musulmane, ou du moins en tant que représentants des musulmans de France. Au nom de quoi? Ah, ben je sais pas. Au nom de quoi? Ouais. Est-ce qu'il y a une loi qui permet, enfin une loi dans la Constitution, une disposition constitutionnelle qui leur permet de représenter les musulmans parce qu'ils sont... Attendez, là on marche un peu sur la tête un peu. Oui, mais Iskandar, ce n'est pas parce qu'on casse le thermomètre que ça va faire tomber la température. Ça existe. On va poser la question à Madame Ben-Arab Attou. Madame Ben-Arab Attou, vous disiez qu'il n'y a pas de communauté, vous ne pensez pas qu'elle existe. Or, Iskandar parlait de ces représentants de l'islam de France. Ils représentent des musulmans de France, donc une communauté.
Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que ceux qui sont censés être les interlocuteurs politiques des musulmans de France ont été choisis par les politiques français. Absolument. Donc, les musulmans la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas du tout dans ces personnes. Quand je vois M. Chalboumi, qu'on voit sur toutes les TV, tous les grands médias, qui est complètement à côté de la plaque, qui a un discours... alors lui, pour être aliéné, il est aliéné, hein, il ressort ce qu'on lui demande de ressortir. Ah oui, oui, c'est une caricature. C'est un scandale et tous les musulmans sont atterrés de voir ces personnages qui captent tous les médias, etc. Alors qu'il y a des musulmans qui ont une vraie pensée et qui ne sont pas entendus. Donc il va peut-être falloir arrêter de choisir les représentants et permettre aux musulmans eux-mêmes autonomes et avec leur propre choix de déterminer qui peut ou pas les représenter. C'est donc une communauté, de musulmans. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une communauté. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on parle de l'islam, moi, je pense qu'il y a plusieurs islams. L'islam du Maghreb, qui est un islam humaniste, qui est celui dans lequel on a été élevé quand on est du Maghreb, n'est pas du tout l'islam qui actuellement fait l'objet d'une idéologie qui fait l'objet d'un, qui est partout vu et diffusé, qui est l'islam wahhabiste, qui est l'islam de l'Arabie Saoudite, qui est vraiment très différent de l'islam du Maghreb, et qui pourtant bénéficie d'une grande production, qui a des moyens financiers pour ça, des publications, des financements de financement. On a vu aujourd'hui avec le scandale là, de USBC, hein, qui a donc tous les fichiers qui sont sortis sur les financements. On voit qu'il y a une chaîne avec des fonds qui étaient donc des fonds cachés, hein, des fonds en Suisse, qui permettaient de financer Al-Qaïda. Et c'était des fonds saoudiens. Et là, c'est clairement déterminé, c'est sorti dans la presse. Alors, Malika Ben Arab Attou, ce que je crois, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, mettre sur la place quels sont les interlocuteurs. Est-ce qu'on peut recevoir l'Arabie Saoudite, tapis rouge, accepter que toutes ces publications et ces financements de groupes, qu'ils soient djihadistes ou autres, puissent continuer à être pouvoir continuer à faire tout leur travail de maillage du territoire et ne pas rediscuter de la question de l'islam dans un État démocratique. Je crois que la pensée de Mohamed Harkoun, qui est un penseur très important sur ces questions, et qui est complètement nié. Il est franco-algérien, oui. Il a été, ses publications n'étaient pas disponibles en Algérie pendant très longtemps, il est méconnu, alors qu'il a une pensée qui permettrait de vivre dans les sociétés modernes actuelles, en démocratie, tout en étant musulman. Malika Ben Arab Attou, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Je voulais vous poser une question, et à Skender aussi. Si nous devions pointer des responsabilités sur ce qui arrive, qui pourrions-nous épingler? Qui est dans la posture de victime et qui est dans celle du bourreau, pour ainsi dire? Alors, moi, je refuse justement de sortir de cette vision-là. Je pense qu'elle est problématique. Moi, je suis une personne autonome, je suis une citoyenne française et je veux que l'on me respecte en tant que telle. Donc, il faut qu'on sorte des discriminations, des stigmatisations, des relégations. Ça veut dire qu'il faut une vraie politique de la ville, parce que les musulmans qui sont dans les quartiers, ils n'ont pas choisi, et parce qu'il y a la question sociale qui se pose. L'immigration maghrébine, c'est une immigration qui était la génération qui est venue après l'indépendance travailler dans les usines, hein, clairement. Et donc la nouvelle génération, leurs enfants, eux, même s'ils souhaitent sortir de ces lieux de relégation, on appelle les quartiers, les cités comme vous voulez, ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas accès, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'on leur refuse, du fait qu'ils portent un nom connoté arabe ou musulman, on leur refuse les logements qui sont hors de ces zones-là. Donc il y a cette question sociale qui est très importante et qu'on ne peut pas effacer. Et je crois qu'il y a le problème de la construction des élites en France qui se pose vraiment. On a une construction par cooptation. C'est-à-dire, et ça ne concerne pas seulement les musulmans ou les arabes ou les maghrébins, ça concerne aussi tous les gens du peuple, tous les gens de société qui n'ont pas accès aux lieux de pouvoir. Et quand on regarde par exemple les politiques en France ou les médias, ce sont toujours les mêmes. Et c'est les copains, et c'est les enfants, des enfants, etc. Oui. Il va falloir qu'on sorte de ça, sinon la société française va mourir, quoi. Iskender Debbache, Malika Ben Arab Attou vient de nous parler des quartiers.
C'est comme ça, malheureusement, que la société française désigne ces lieux où vit la communauté musulmane d'une façon générale, les Maghrébins, les Noirs d'Afrique particulièrement. Ça nous rappelle un peu cette qualification coloniale de quartier nègre, si vous vous rappelez. Oui, on disait les quartiers nègres, village négro. Un sujet que je connais un peu particulièrement. Oui. Parce que à une époque, quand j'étais étudiant, j'avais participé, c'était dans les années 70 pratiquement, j'avais participé au relogement des familles de travailleurs immigrés. C'est un travail qui était payé par la préfecture de Paris à l'époque. Au relogement de familles immigrées qui habitaient dans les ceintures de bidonvilles à la périphérie de Paris, parisienne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Il fallait les reloger dans les grands ensembles. Bon, il s'agissait pratiquement de toutes sortes de familles d'immigrés, pas spécialement d'origine maghrébine. Hein. Il y avait aussi beaucoup de Portugais, Espagnols. Mais ça, ce fut un temps, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, je sais, oui. J'y arrive justement. Et puis, on les a relogés et on a fait le suivi par la suite. Il s'est avéré qu'en fait, ils ont transposé leur vie de village qui vivaient dans les pays du Maghreb, dans les bidonvilles à la périphérie parisienne, et pour ensuite les transposer, c'est-à-dire c'est devenu des villages verticaux dans les banlieues. Oui. Dans les banlieues, dans les ensembles suburbains. Donc, et là, c'est-à-dire, ils ont gardé un peu leurs habitudes. Vous savez, parfois, on faisait pas tellement attention aux dégradations, etc. Les enfants jouaient n'importe où. Et donc, certaines personnes ont préféré fuir ces quartiers, notamment d'origine européenne, ont préféré fuir ces quartiers, ce qui fait que la ghettoisation s'est faite d'elle-même un peu. Hein. Ce n'est pas un agent de l'administration qui dit « Ah non, les musulmans doivent habiter tel quartier et les chrétiens tel autre quartier, les juifs tel autre quartier. » Non, la ghettoisation s'est faite un peu d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce qu'on est en train de vivre. D'elle-même, c'est trop dire, Iskandar. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire, la délinquance, le mal-être, la malvie, etc., etc. Oui. Mais d'elle-même, dire qu'elle s'est faite d'elle-même, je ne pense pas, très franchement. Personnellement, je le crois. Hein. Personnellement, je le crois parce que vous savez, moi-même, une fois, on m'a proposé un logement dans une cité. J'ai dit attendez, moi je peux pas vivre comme ça parce que je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. C'est-à-dire que j'ai telle façon de vivre, je ne peux pas m'entendre avec certaines personnes. J'ai dû refuser ce logement. C'est comme ça que se fait la ghettoisation. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Merci Iskandar Debache. Merci Malika Ben Arab Attou. En espérant vous revoir bientôt dans une autre émission. Merci. Salam alaikum. Bqa ala khair. Bislama.